Donc, je recommence. Bon matin. Merci Jean-Benoît. Merci tout le monde d'être avec nous ce matin. Donc, je nous présente rapidement Catherine Gendron, Pascal Bisson. Nous sommes conseillères au virage numérique pour la cellule Virage numérique chez Québec numérique. Pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, Virage numérique est une cellule de Québec numérique qui rassemble plusieurs programmes d'accompagnement offerts gratuitement, entre autres aux commerçants de la Ville de Québec et aux entreprises de la MRC de Portneuf, afin de vous offrir un accompagnement personnalisé dans le cadre de la mise en place d'un projet numérique. Nous sommes donc là pour vous aider à prendre un virage numérique. Je vous laisse le lien de notre site web dans le chat tout à l'heure si ça vous intéresse d'en savoir plus. Dans le cadre de ce programme, nous organisons également des webinaires ouverts à tous dans le but de vous donner l'opportunité d'acquérir de nouvelles connaissances sur certains éléments d'un virage numérique. Donc, nous sommes très contents aujourd'hui de recevoir Jean-Benoît Dubé, issu du domaine de la publicité. Il possède une expertise notable en conception et en analyse de données d'utilisation, ce qui lui permet de concevoir des solutions réalisables et basées sur une compréhension du marché qui maximise les chances de retour sur investissement en minimisant le risque des projets. Quelques petits détails techniques avant de commencer. Comme nous sommes en mode webinaire, vos caméras et micros ne sont pas activés. Alors, nous vous invitons à écrire via le chat si vous avez des questions ou commentaires pendant la présentation. Jean-Benoît vous expliquera son fonctionnement en début de présentation, mais il va répondre un peu tout au long de l'heure qu'on a avec lui. Sur ce, Jean-Benoît, je te laisse la parole. Merci beaucoup. Je vais partager mon écran. Théoriquement, vous devriez voir structurer et utiliser les données à son avantage Analytics 101. Un bon pouce en l'air, super. Merci beaucoup pour l'introduction finalement. Enchanté. Moi, c'est Jean-Benoît. Comme Catherine vous l'a dit, je suis directeur de la stratégie numérique chez Mirego. Mirego, pour ceux qui ne nous connaissent pas, on est une compagnie qui font des produits numériques. Donc, on n'est pas une agence de web ou une agence de publicité. Nous, on se concentre sur tout ce qui est application mobile. Oui, on va faire des sites web, puis on va aussi faire tout ce qui est des bornes, des expériences en succursale, tout ce qui est finalement propulsé par des lignes de code. Fait que dans les projets notables qu'on a fait, on a travaillé pour le Canadien de Montréal, la SAQ, Chocolat Favori, Archibald, tout ce qui est Sobeys, donc IGA. Essentiellement, mon rôle à l'intérieur de cette équipe-là, l'équipe de stratégie, c'est souvent d'épauler nos clients pour s'assurer qu'on bâtit le bon produit numérique pour eux. C'est entre le moment où ils se disent « j'aimerais ça augmenter mon chiffre d'affaires » ou « j'aimerais ça fidéliser ma clientèle », puis le moment où on a une équipe qui se met à écrire des lignes de code, bien, je fais un peu l'espèce de colle entre les deux qui s'assure qu'on développe le bon produit. Fait que souvent, mon équipe et moi, on va se faire poser des questions comme « comment est-ce qu'on pourrait améliorer le site » ou « est-ce que je devrais réinvestir dans mon app » ou les efforts mis dans mon blog, est-ce que ça vaut la peine? Puis souvent, bien, la réponse rapide à ça, c'est je ne le sais pas vraiment, parce que ça change toujours d'un client à l'autre, d'un marché à l'autre, puis d'un produit à l'autre. Essentiellement, ce que souvent je vais voir, c'est que les gens vont partir et se dire, bon, ben, je vais aller dans l'analytique, puis je vais aller en quête de réponse, puis je vais revenir avec un rapport. Fait que souvent, la réponse que je vois, c'est un paquet de chiffres, de données, de tendances, de trends, de pie chart, de grilles qui nous amènent finalement exactement au point de départ qui est qu'est-ce qu'on doit faire? Je ne le sais pas vraiment. Aujourd'hui, ce que je vous ai préparé comme présentation, c'est 4 grands points qui sont appelons ça des trucs et astuces sur comment transformer la paralyse de l'analyse où je ne sais pas trop ce que je fais dans les chiffres, ça a l'air intimidant. Google Analytics, Mixpanel, Firebase, les régies publicitaires. Comment je peux transformer ça en données qui sont actionnables? Essentiellement, il va y avoir un premier mouvement où on va parler de débuter. Après ça, on va parler de comment est-ce qu'on fait pour isoler. Après ça, cibler les problématiques puis les groupes d'utilisateurs à analyser. Puis finalement, comment faire pour actionner ces pistes d'apprentissage-là. Essentiellement, nous ne répondrons pas à la produit comment faire pour que les gens utilisent le produit. L'objectif, ce n'est pas une formation sur comment faire des campagnes d'acquisition. On va essayer plutôt de répondre à la question comment faire le produit pour que les gens l'utilisent. Essentiellement, comment le bâtir basé sur les besoins utilisateurs pour trouver une façon de générer de la valeur pour notre industrie ou notre business finalement. À différents moments dans la présentation,
il va y avoir ce qu'on appelle des points de discussion. Catherine en parlait tout à l'heure. C'est essentiellement, je vous invite ça va être à la fin à peu près de chaque section, il va y avoir cette slide-là qui va apparaître, puis je vais prendre les questions que vous allez avoir mises dans le chat, si questions il y a, puis on va en discuter ensemble avant de bouger à la prochaine partie. On va faire ça interactif, ça va être plus fun que juste attendre à la fin, répondre aux questions, puis là, ça a déjà été répondu cette question-là. Fait que s'il y a quelque chose qui vous vient en tête, gênez-vous pas, postez ça dans le chat, puis on en discute dans les slides suivantes. J'imagine que tout le monde est confortable avec cela. Pour ceux qui sont peut-être plus néophytes, commençons avec un petit peu de terminologie. Je vais utiliser certains termes plus souvent. Le premier terme que je vais utiliser pas mal aujourd'hui, c'est le terme acquisition. Quand je dis acquisition, ce que je veux dire, c'est l'art d'attirer des utilisateurs dans son écosystème. Essentiellement, comment je passe des gens dans la rue à des gens qui sont sur mon site web, dans mes médias sociaux, des gens qui consultent mon contenu sur ma chaîne YouTube, par exemple. Lorsque je vais parler de rétention, je parle de la durée durant laquelle les utilisateurs ont l'habitude d'utiliser le produit. Essentiellement, la rétention, si je prends un produit qui n'a pas de rétention naturelle, une compagnie qui vend des lave-vaisselle, par exemple, naturellement, quand mon lave-vaisselle brise, puis le moment où je rachète un lave-vaisselle, ça se passe assez rapidement. J'achète mon lave-vaisselle, puis après ça, je ne retourne plus nécessairement sur le site pour en savoir plus sur mon lave-vaisselle. À l'opposé, un journal ou toute forme de média, finalement, que je vais consommer à tous les matins pendant une certaine période de temps, ça, c'est des produits qui ont une grande rétention. Quand je vais parler d'engagement, je parle de l'interaction et de la qualité des visites. Essentiellement, l'engagement, c'est si j'ai un produit et que je l'utilise une fois par année sur une certaine période, j'ai une grosse rétention, j'ai un très faible engagement. Comparativement à si, par exemple, je prends le Facebook, je l'utilise à chaque jour, je commande, j'envoie des messages, à ce moment-là, j'ai un nettement meilleur engagement. Je vais souvent parler du terme conversion. Par conversion, je veux dire l'action clé est réalisée par la cible. Si on est un site web e-com, naturellement, bien souvent, c'est de vendre des produits sur notre site web. Si on est une chaîne YouTube, ça va être d'avoir des gens qui vont s'abonner à la chaîne. Si je suis une application de fidélité, bien, ça va être de réaliser une action clé qui va être liée à ce que je veux que l'utilisateur fasse. C'est ce qu'on va utiliser quand on parle de conversion ou de taux de conversion. Je vais vous parler de session. Une session, c'est une visite d'un utilisateur. Ça se trouve être sur mon site web, l'utilisateur qui vient puis qui repart, il a réalisé une session. J'ai utilisé le terme impression, qui est essentiellement le nombre de fois où le message a été vu. Si je fais une publicité sur les médias sociaux, par exemple, puis que je génère sans impression, ça peut vouloir dire deux choses. Ça peut vouloir dire que ça peut vouloir dire plein de choses, mais ça peut vouloir dire que j'ai 100 personnes qui ont vu une fois la publicité, ou ça peut vouloir dire que j'ai une personne qui a vu 100 fois la publicité. Ça veut dire le nombre d'impressions totales, c'est le nombre de fois que ça a été vu, point final. La portée, ça, c'est le nombre d'individus qui ont été exposés à mon message. Si je prends mon exemple de tantôt, puis je dis un utilisateur qui a vu 100 fois le message, ben, j'ai une portée de 1. Si je dis 100 utilisateurs qui ont vu chacun une fois le message, ben là, j'ai une portée de 100. Puis finalement, la fréquence, qui est le nombre moyen d'exposition par individu sur une période donnée. Si j'ai une fréquence de 3 pendant un mois, bien, ça veut dire que l'utilisateur a vu soit 3 fois mon message ou est venu 3 fois sur mon site web ou a utilisé 3 fois mon application mobile. Pour certains, c'est du déjà vu, c'est correct. Pour d'autres, c'est des concepts avec lesquels on est peut-être un petit peu moins familier. Gênez-vous pas si vous avez des questions pour les écrire dans le chat, on en discutera tantôt. Sinon, je vous propose qu'on commence avec les trucs plus concrets. La première catégorie, ça va être ce qu'on appelle isoler la bonne donnée. Pourquoi c'est important de commencer par isoler la bonne donnée? Il y a Alistair Crowell qui a écrit le livre Lean Analytic, qui est vraiment un excellent ouvrage pour quiconque s'intéresse aux données, qui disait que c'est préférable de risquer d'être trop concentré et de manquer des indicateurs secondaires que de lancer des résultats au mur et de regarder ce qui fonctionne. Essentiellement, ce qu'il dit, c'est je préfère me concentrer et avoir juste une métrique qu'avoir un portrait global, mais avec du bruit à travers qui rend ça difficile pour moi de prendre des décisions intelligentes. Essentiellement, ce qu'il recommande, c'est d'éviter ce que j'appelle 3 ennemis, finalement.
Le premier ennemi, c'est ce qu'on appelle les métriques inutiles. Fait que les métriques inutiles, c'est tous les chiffres qui sont du bruit qui m'empêchent de voir clair à travers mes recommandations. Je vous donne un exemple. Sur votre site Web, 58% des utilisateurs sont âgés entre 28 et 34 ans. Qu'est-ce que ça change? Est-ce qu'on va prendre une recommandation là-dessus? Est-ce qu'on va prendre action? Est-ce que ça change la façon dont on l'a pensé? Est-ce que c'est. Si ça ne change absolument rien, c'est une métrique complètement inutile. Le piège, c'est de l'ajouter dans un rapport puis de vouloir trop en montrer quand, dans le fond, ça n'a pas de valeur. Le deuxième ennemi à faire attention en analytique, c'est, si vous voulez, le cousin de la métrique inutile, ce qu'on appelle la métrique de vanité. La métrique de vanité est un petit peu comme la métrique inutile dans la mesure où elle n'est pas liée à la performance de les initiatives qu'on prend, sauf qu'elle a en plus un effet pervers qui est la métrique de vanité peut te donner l'impression que ce que tu as fait est bon alors que ce ne l'est pas du tout. Si je vous donne un exemple, si je fais une campagne pour vendre quelque chose en ligne, puis cette campagne-là, je la fais sur Facebook, le nombre de likes que j'ai réussi à générer ou de commentaires que j'ai réussi à générer sur Facebook, en bout de piste, c'est assez déconnecté de mon objectif qui est de faire des ventes. Si je me fie à cette métrique-là, les likes puis les commentaires, je peux créer l'illusion que ça va bien, puis faire la recommandation de continuer à investir dans Facebook pour faire ces publicités-là, quand le retour sur investissement est absolument pas bon. C'est super important de comprendre et d'être capable de faire la différence entre une vraie métrique importante et une métrique de vanité qui va nous donner l'impression qu'on est bon et qu'on fait du bon travail quand en bout de piste, il n'y a aucune compagnie qui roule sur des likes. Entendons-nous. C'est important de comprendre quel est notre modèle d'affaires puis de faire attention à ces métriques-là qui peuvent nous emmener dans la mauvaise direction. Puis finalement, le troisième ennemi, c'est ce qu'on appelle le biais de confirmation. Le biais de confirmation, l'humain a un paquet de ce qu'on appelle des biais cognitifs qui se trouvent à être essentiellement comment l'humain réfléchit. On prend toutes sortes de raccourcis mentaux à tout bout de champ, un peu à notre insu. Puis les biais de confirmation, c'est tout ce qui est lié à l'ego, tout ce qui est lié aux préconceptions qu'on a, tout ce qui est lié à nos motivations personnelles font que quand on regarde les chiffres, on n'est jamais réellement détaché. On a toujours j'ai dit que ce serait une bonne initiative, c'est moi qui l'ai fait cette initiative-là. J'espère que les résultats sont bons parce que sinon, c'est moi qui ai de l'air fou en avant de mon patron. J'aimerais ça que cette idée-là, je la trouve cool, j'aimerais ça que ça fonctionne. Tout ça, ça peut venir clouder notre jugement quand on regarde les métriques. Donc, le biais de confirmation est à faire attention. Fait qu'essentiellement, pour réduire les chances de mal analyser ces chiffres à cause de ces trois ennemis-là, l'astuce numéro 1, c'est de commencer par isoler l'indicateur qui compte le plus. Comment on fait ça, isoler l'indicateur qui compte le plus pour son industrie? C'est de comprendre son marché. Concrètement, si je prends une business comme Walmart, qui font essentiellement ils font un paquet de choses, mais si on prend la partie de l'écosystème qui est le site web, qui font du e-com, le genre de métrique qui peut t'intéresser, toi, c'est probablement quelque chose comme le revenu mensuel. Ici, c'est des chiffres fictifs que je vous donne. Ça peut être quelque chose comme le panier moyen. Ça peut être quelque chose comme le taux de conversion, qui se trouve être le pourcentage d'utilisateurs, en fait, des visites avec des transactions divisé par le nombre de visites totales. Fait que si pour 100 visites, j'ai une personne, une visite qui crée une conversion, en bout de piste, j'ai un taux de conversion de 1%. 89 000 sur 1 million, ça fait 8,9 de taux de conversion. Puis essentiellement, le fait de comprendre ça, ça devient nettement plus clair. Qu'est-ce que Walmart doit faire après ça s'ils veulent augmenter leur indicateur de performance? Après ça, ils peuvent jouer sur les métriques puis sur les pièces de l'écosystème qui vont avoir un impact sur ces indicateurs-là. Fait que retravailler la page des produits, retravailler leur stratégie de pricing, faire des promotions. Tout ça devient connecté à l'indicateur qui est important au lieu de juste se dire on fait-tu un blog? Est-ce qu'on refait la page d'accueil? Est-ce qu'on se lance dans on fait-tu des bannières? On fait-tu X, Y, Z? Pourquoi c'est important de comprendre son industrie? C'est qu'à l'opposé, si je prends un autre business, je vais prendre Netflix. Netflix, eux, n'en font pas réellement des transactions en ligne. Il n'y a pas vraiment de panier d'achat abandonné, il n'y a pas vraiment de upsell qu'ils peuvent faire
c'est quoi la métrique qui, eux, peuvent les intéresser? Bien, eux, souvent, vont travailler avec une métrique qui s'appelle la valeur de vie d'utilisateur moyenne, ou ce qu'on entend souvent, c'est le CLV, là, le Customer Lifetime Value, qui est essentiellement combien un utilisateur vaut en moyenne. Fait que ça, pour calculer ça, c'est pas très compliqué. On prend le revenu annuel moyen. Fait que si au niveau d'un abonnement, à chaque mois, ça fait qu'en bout de piste, en un an, ça génère 180 $. Puis que la rétention moyenne, c'est, je donne un chiffre fictif, 2,5 années. Fait qu'on sait que quelqu'un, à partir du moment où il s'abonne puis du moment où il se désabonne, en moyenne, ça va être 2 ans et demi. Moins le coût d'acquisition, qui est essentiellement combien ça me coûte faire rentrer quelqu'un dans mon écosystème pour qu'il devienne un membre payant de Netflix. Fait que disons que ça me coûte en moyenne 40 $ par utilisateur. Bien, après ça, c'est juste de faire 140 fois 2,5 moins 40. Puis ça va me donner un Customer Lifetime Value de 410 $. Puis comment est-ce qu'après ça, je peux actionner cette métrique-là? Bien, c'est relativement simple. Je peux me dire, je vais avoir un impact sur le 180 $ que chaque utilisateur me rapporte. Fait que je peux jouer avec l'élasticité prix puis sur le prix des abonnements puis essayer de voir si j'augmente le prix des abonnements, est-ce que ça fait descendre l'engagement puis la rétention des gens. Je peux essayer d'être plus efficace sur mes publicités. Fait que je peux essayer de trouver des façons plus intelligentes pour que ça me coûte moins cher, que ça me coûte au lieu de 40 $, 35 $, 30, 25 $ pour réussir à convertir. Ou je peux essayer de travailler la rétention. Fait que essentiellement, sortir la nouvelle saison de Stranger Things puis espérer que les gens vont rester dans mon écosystème plus que 2 ans et demi. Une fois que ça s'est fait, puis qu'on comprend son marché, puis qu'on comprend qu'est-ce qui est important pour nous, le plus important, l'étape numéro 2, c'est d'isoler l'étape à laquelle on est comme entreprise. Fait que, typiquement, pourquoi c'est important? C'est parce qu'une entreprise de e-com ou une application en modèle SaaS, mettons, c'est toutes des industries qui vont avoir des impératifs différents tout dépendamment de la maturité de la compagnie. Fait que, typiquement, la première étape par laquelle on passe, c'est l'étape de l'empathie qui est, avant même d'avoir quelque chose sur pied, c'est le moment où on essaie de comprendre les problématiques de la clientèle qu'on peut résoudre. Fait que, si j'ai une business, en fait, quand j'ai une idée de business, avant de lancer, je vais essayer de faire de la recherche utilisateur puis valider que ça fonctionne bien. Si l'étape après, une fois que ça, c'est prouvé, j'ai réussi à comprendre quelle est la problématique, la deuxième étape, c'est ce qu'on appelle l'adhérence. L'étape où on développe une solution que la clientèle serait prête à acheter. Est-ce que je suis capable de régler cette problématique-là et de bâtir un modèle d'affaires autour d'eux? L'étape subséquente, c'est l'étape de la viralité. C'est l'étape où on bâtit le produit et on essaie de générer une croissance de façon souvent organique. L'étape après, c'est l'étape des revenus. L'étape où on optimise le retour sur investissement puis où généralement on atteint la rentabilité. Puis finalement, l'étape de la croissance, qui est le moment où on s'attaque à des nouveaux marchés, où on augmente ses ressources. Manifestement, quand je donne l'exemple de Netflix et Walmart, sont rendus à l'étape 5. Mais si j'ai une nouvelle idée d'entreprise, par exemple, avec la COVID puis le travail à distance, je réalise que les bureaux de Mirego sont à peu près occupés en moyenne à peu près au tiers. Puis c'est probablement le cas pour beaucoup d'entreprises, c'est qu'il y a beaucoup de bureaux vacants. Fait que moi, j'ai une idée. Je veux me créer le Airbnb des bureaux, qui est essentiellement, je veux faire une plateforme, un peu comme l'application Airbnb, où moi, comme employeur, je peux dire, ben écoute, étudiant qui veut aller faire ou qui veut travailler puis qui veut venir étudier sur quelque chose, les gens qui font du télétravail, les travailleurs autonomes, si vous voulez, vous pouvez venir travailler chez nous. Je loue l'espace de bureau. Bien, essentiellement, la première étape avant de me lancer, bien, ça va être de prouver que cette offre-là est vraiment, que c'est une vraie problématique, puis que c'est vraiment pertinent, puis qu'il y aurait de l'attraction. L'étape après, ça risque d'être de créer une offre qui est artificielle dans la mesure où, quand tu lances un produit comme ça, c'est cool d'avoir une application, le fun avec des animations et tout ça, mais en bout de piste, si je n'ai pas de bureau à louer, ben, je ne réussirai jamais à, peu importe à quel point l'application est le fun, je ne réussirai jamais à générer de l'attraction. Fait que souvent, on va essayer de créer une espèce d'offre artificielle avec des partenaires pour réussir à avoir une première base pour réussir à lancer ce marché-là.
Puis une fois que j'ai généré cette croissance-là puis que ça fonctionne, bien là, je peux tomber en mode revenu. Puis là, ça m'amène à quelques années plus tard. Fait qu'essentiellement, ma business et mon modèle d'affaires n'a pas changé à travers ces étapes-là. Mais il fut un moment où ce qui était important pour moi, c'était peut-être, comme c'était de prouver que mon offre est intéressante, c'était peut-être de faire une landing page puis de regarder le taux d'inscription à la liste d'attente parce que j'ai créé une espèce de comme liste VIP juste pour voir si ça valait vraiment la peine. Puis si je suis en mode rentabilité puis je suis en mode modèle financier tout de suite, je suis probablement en train de passer complètement à côté de ce sur quoi je devrais travailler. Une fois que ça s'est fait, puis que ce que je dois faire, c'est créer mon offre artificielle, il ne faut pas que je pense encore à la rentabilité au nombre d'utilisateurs. La seule chose qui m'intéresse, c'est le total de bureaux disponibles moyen par zone de 10 km, par exemple, qui se trouve à être, je veux avoir une offre qui est décente. Puis après ça, bien, une fois que là, ça va être lancé puis que je vais avoir des utilisateurs qui utilisent mon produit, bien là, je peux essayer de calculer avec une métrique comme celle de Netflix qui est la valeur de vie d'utilisateur moyenne, fait que le Customer Lifetime Value. Puis là, ça devient intéressant. Puis là, je peux essayer de trouver des façons intelligentes d'optimiser puis d'augmenter mes revenus. Fait que, essentiellement, comprendre son marché puis isoler l'étape à laquelle nous sommes, c'est la première étape. Là, je fais une grande présentation, mais ce n'est pas du rocket science. Là. Juste en vous présentant ça, en théorie, vous devriez être capable de faire, ben moi, c'est plus, OK, c'est plus des conversions, c'est plus le nombre d'abonnements ou c'est plus la durée d'un abonnement ou les revenus qui devraient vous venir en tête, ou de réfléchir à c'est quoi la place du produit numérique dans mon écosystème, mon infolette, pourquoi c'est important d'avoir une infolette, puis comment est-ce que je mesure que mon infolette, c'est un bon investissement pour mon entreprise. Une fois que ça c'est fait, mon deuxième truc, c'est de commencer par des hypothèses. Fait qu'avant même d'ouvrir Google Analytics, moi, personnellement, ce que je recommande, c'est d'ouvrir votre site web puis d'utiliser votre gros bon sens. Fait qu'essentiellement, de vous poser des questions puis de les documenter comme ou des hypothèses du genre personne ne clique sur ce bouton-là parce que moi, je ne cliquerai pas dessus, je trouve ça pas clair, c'est mon hypothèse. J'ai l'hypothèse que le checkout est tellement pénible que les utilisateurs doivent abandonner. La majorité des utilisateurs n'ont pas d'intérêt, ont de l'intérêt que pour les produits. Tout ce qui n'est pas lié aux produits, c'est du bruit, ce n'est pas là-dessus qu'on devrait travailler. Ça, comme tel, ce que ça permet de faire, c'est qu'au lieu de tomber dans les analytiques tout de suite, puis de tomber dans un paquet de chiffres, et de faire je ne sais pas ce que je cherche, on a une ligne dans le sable qui est vraiment très claire. Tu sais, si moi, mon hypothèse, c'est je pense que les gens, ce qu'ils regardent, c'est les produits et ils se foutent du reste, bien déjà là, la ligne dans le sable est j'ai cette hypothèse-là à prouver. Je sais qu'est-ce que je vais aller regarder. Je vais aller essayer de regarder c'est quoi la répartition des pages vues pour essayer de voir est-ce que c'est vrai? Est-ce que j'ai plus que 50% des pages vues qui sont des pages produits? Si oui, je sais que je dois réinvestir pas mal plus dans mes pages produits que penser à mon blog. Sinon, je viens de trouver une piste de réflexion, ce qui m'amène à d'autres hypothèses. Puis nous, chez Mirego, pourquoi on travaille comme ça? Outre cette espèce d'idée de ligne dans le sable-là, puis de bâtir de l'empathie au lieu de juste voir des chiffres pour des chiffres, ça nous permet aussi de bien paralléliser le travail. Tu sais, si on est plusieurs à travailler sur comprendre un écosystème numérique, bien, on dresse une liste d'hypothèses dans un document partagé. On a l'hypothèse que les utilisateurs découvrent le site web par les pages des magasins, par les pages de magasins, pas par la page d'accueil. Voici quels sont les chiffres que je m'attends à voir. C'est-tu vrai, c'est-tu faux? Puis ben, après ça, ça devient facile. Ben, écoute, moi, je prends l'hypothèse 1 à 5, toi, tu prends l'hypothèse 6 à 10. Puis déjà là, en une heure, on a un paquet de réponses qui sont actionnables au lieu d'avoir juste comme des rapports pour des rapports qui ne veulent absolument rien dire. Puis ça, c'est tellement creux dans notre façon de voir que même quand on fait des présentations à nos clients, on les présente nos hypothèses. Tu sais, dans ce cas-ci, je pourrais dire, mettons, j'avais l'hypothèse que les acheteurs sur mon site web sont des utilisateurs récurrents. Fait que la majorité des ventes sont faites sur du monde qui reviennent toujours. Fait que naturellement, ça m'amène à penser peut-être que je devrais développer un programme de fidélité, peut-être que je devrais travailler un infolette, peut-être que je devrais mettre une stratégie de notification de browser pour ramener les gens dans mon écosystème. Non, absolument pas. La majorité des achats sur mon site web sont effectués pendant la première session. Puis en plus, 80% du monde, 80% des achats sont effectués la première visite. Puis le panier moyen est nettement plus élevé pour les nouveaux utilisateurs que pour les utilisateurs qui reviennent. Fait que ma business, là,
on avait l'hypothèse que c'était une business de récurrence. Absolument pas. C'est une business de séduction. À partir du moment où la personne arrive sur mon site web, je dois la convertir. Mais toutes les idées d'amélioration que j'avais, que je vous parlais tantôt, d'infolettres, puis de programmes de fidélité, puis de notifications de browser, absolument pas bon. Je dois peut-être plus mettre des vidéos qui présentent le produit de façon complètement sexy. Je dois peut-être trouver une nouvelle façon de faire en sorte que les pages sont indexées. Je dois peut-être faire des stratégies d'acquisition qui mettent plus le produit de l'avant parce que clairement, est là mon opportunité. Puis ça, les chances que je trouve cet insight-là en juste plongeant dans les chiffres sont extrêmement minces. Si je commence par une hypothèse, c'est facile. Ça permet aussi de les prioriser et de dire cette hypothèse-là, je pense que ça va générer beaucoup de valeur. Cette hypothèse-là, plus ou moins. Essentiellement, c'est un peu embêtant de savoir comme sur quoi je base mes hypothèses. C'est une présentation qui va vous être envoyée. Je vous ai mis un tableau qui essentiellement, il y a chacune des phases puis chacun des archétypes de business. Que tu sois un SaaS, un marché bipartite, une application mobile gratuite ou un e-com, tout dépendamment de l'étape à laquelle tu es. Puis ce que j'ai fait, c'est une espèce de grille, puis ça sort encore une fois de mon ami que je ne connais pas pour de vrai, Alistair Kroll. Essentiellement, quand je suis à la phase de revenu puis que je suis un e-com, voici le genre de métrique que d'habitude on regarde, puis voici c'est quoi le genre de métrique qui devrait, tes hypothèses là, devraient tourner autour de ça. Ce document-là, je vais vous l'envoyer. À ce moment-là, ça va être facile pour vous de faire mon type de business, l'endroit où je suis rendu. C'est ces métriques-là qui devraient être pertinentes. Je devrais peut-être réfléchir à ceux-là. On est rendu au premier point de discussion. Dans les questions, il n'y a pas de questions. Est-ce que je vais vous laisser un genre de 5-6 secondes pour être certain qu'il n'y a pas quelqu'un qui est en train d'écrire? Ça fait à peu près 5-6 secondes. Il va y avoir d'autres points de discussion. Je vais continuer. Puis si jamais il y a d'autres questions sur cette portion-là, c'est pas grave. La deuxième portion, une fois qu'on a réussi à isoler la bonne métrique, la deuxième portion, c'est diriger son attention là où ça compte. Concrètement, là, j'ai un paquet d'hypothèses. Comment je fais pour les prioriser puis comment je fais pour savoir sur quel chiffre me concentrer précisément? L'astuce que j'utilise souvent pour ça, puis c'est la troisième astuce que je vous présente aujourd'hui, c'est d'utiliser des entonnoirs. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec les entonnoirs, c'est d'essentiellement voir l'étape à travers laquelle ton utilisateur passe. Il passe à travers différentes étapes, puis c'est de le voir un peu comme des chaudières qui coulent de un à l'autre. Puis naturellement, il va y avoir une partie de mon eau que je vais transvider dans une chaudière qui va passer à la deuxième chaudière, puis il va en avoir une partie que je vais perdre. C'est des gens que j'ai perdus, puis c'est de voir le ratio qui passe d'une chaudière à l'autre. Concrètement, un des modèles qu'on voit souvent, c'est attention. De tous les humains potentiels possibles qui pourraient avoir de l'intérêt pour ma marque, il y en a une gang qui vont avoir que je vais réussir à capter leur attention. Ils vont voir mes publicités, ils vont voir mon produit, je vais être indexé sur Google, peu importe, ils vont savoir que j'existe. De cette gang-là, il y en a qui vont faire « mais ça ne m'intéresse pas ». Il va en avoir une gang qui vont au contraire passer à l'étape après, qui se trouve être l'intérêt. Essentiellement, qui vont dire « ah, c'est une marque qui pique mon intérêt, j'aurais le goût d'en savoir un petit peu plus ». De cette gang-là, ils vont en avoir qui vont se rendre jusqu'à avoir le désir, qu'ils vont se dire j'ai assez d'intérêt pour ce produit ou cette marque-là pour poser une action. Naturellement, du désir va venir l'action. De ceux qui ont l'envie de poser l'action, il va en avoir une gang qui vont faire une action. Puis de la gang qui ont fait une action, il va en avoir une gang qui vont faire soit une référence ou un réengagement. Soit ils vont en parler à d'autres personnes qui vont renvoyer dans mon entonnoir, soit ils vont se réengager eux-mêmes dans mon entonnoir. Puis c'est comme ça que je vais réussir à les fidéliser. Essentiellement, quand on se met à penser en entonnoir comme ça devient vraiment facile de comprendre comment utiliser les données. C'est juste d'avoir un excellent ratio à chaque étape. Une fois qu'on est capable d'utiliser cette métrique-là, d'isoler combien j'ai de personnes qui sont à l'étape de l'attention, combien j'en ai qui sont à l'intérêt, désir, action, puis de voir c'est quoi le pourcentage de perte ou de passage d'un à l'autre,
ça devient vraiment facile de remarquer que vous voyez dans cette étape-ci, j'ai 67% des gens qui ont pris connaissance que ma marque existe, qui ont de l'intérêt, vers le désir, j'en ai 58, du désir vers l'action, là, j'ai 6%. Fait que ça veut dire que mon entonnoir, il saigne à fond. Si ce que je veux faire, c'est doubler mes ventes, bien, essentiellement, je peux soit doubler le nombre de personnes à qui je réussis à avoir de l'attention, fait qu'essentiellement, doubler mes efforts publicitaires, doubler mes investissements, ou je peux fixer cette problématique-là. Puis ça, comme tel, une fois qu'on a réussi à isoler cette problématique-là, ça devient super simple de prioriser des hypothèses ou d'en sortir des nouveaux. Par exemple, bien là, il y a beaucoup de gens qui regardent, qui regardent le produit, qui l'ajoutent à leur panier, mais très peu de gens qui font la transaction. Pourquoi? Est-ce que c'est parce que les frais de livraison sont trop élevés? Est-ce qu'on est compétitif? Y a-t-il quelqu'un d'autre qui vend le même produit que nous ou un produit similaire nettement moins cher? Est-ce que le processus de paiement est buggé? Puis une fois que je réussis à régler cette problématique-là, bien, ça devient facile de savoir où je dois me concentrer comparativement à si la problématique est plus entre l'intérêt et le désir. Bien, à ce moment-là, est-ce qu'il y a des gens qui se rendent jusqu'à mon site web, mais qui ne se rendent pas jusqu'à voir mes produits? Est-ce que les produits sont faciles à trouver? Est-ce qu'on a assez de photos de produits et on les présente bien? Est-ce qu'on devrait retravailler l'outil de recherche juste de par le fait que j'ai réussi à cibler où ça saigne? C'est nettement plus facile de sortir des hypothèses. Si j'ai beaucoup de gens qui se ramassent ces pages produits, je ne me creuserai pas la tête sur l'outil de recherche. On s'en fout, les gens se ramassent déjà sur la page des produits. Si les gens ne s'y ramassent pas, bien là, à ce moment-là, c'est peut-être pertinent de se questionner et d'essayer de voir c'est quoi le pourcentage de gens qui l'utilisent, l'outil de recherche. Est-ce que mes pages de produits sont bien indexées? Puis là, ça devient nettement plus facile. Concrètement, si je prends un site de recrutement comme celui de Mirego, c'est simple. On fait de la publicité, on essaie d'amener du monde qui prenne connaissance de nos avantages, puis qui postulent, puis je veux dire, comme n'importe quel business. Bien, ça peut ressembler à ça, mon entonnoir. Attention, le nombre de gens qui ont vu la publicité, intérêt, les vues qualifiées sur le site web, fait que ceux qui ont cliqué et qui se sont rendus. Désir, ceux qui se sont rendus jusqu'à avoir un poste. Action, ceux qui ont soumis leur CV. Puis référence et réengagement, ceux après ça qui vont faire une référence et qui vont peut-être comme taguer des amis ou le partager à leur pote finalement. Bien, si je me rends compte que la problématique est entre la vue d'un poste puis les CV qui sont envoyés, c'est là que ça saigne. Il y a plein de gens qui voient les postes, mais peu envoient leur CV. Bien là, je vais peut-être penser, point de vue, est-ce que je devrais faire du remarketing? Est-ce que je devrais retravailler les descriptions de postes? Est-ce que je devrais mettre des alertes que les gens peuvent s'abonner? Est-ce que je devrais trouver une façon plus intelligente de mettre les avantages dans les postes? Est-ce que je devrais mettre des photos d'humains? Comparativement à s'il y a des gens qui se ramassent sur mon site web, mais très peu qui se ramassent à voir quels postes sont disponibles, bien là, le problème est peut-être plus fondamental. Est-ce que je devrais trouver une façon de mieux lier ces deux sections-là? Est-ce que je devrais mettre des témoignages? Est-ce que je devrais changer les avantages complètement de Mirego? Est-ce que je devrais mettre des photos de l'équipe? Parce que ma problématique n'est pas une problématique de conversion, c'est une problématique de séduction. Comme pour tantôt, je vous ai mis un tableau qui fonctionne avec un peu l'espèce de même principe, là. Un pourcentage de conversion, un taux de clic, de quoi ça a l'air typiquement. Fait que, essentiellement, pour chacune des types d'entreprises, voici ce à quoi on peut s'attendre. Fait un taux de conversion sur un site e-com entre 1 et 3 %. Si on est en bas de ça, probablement qu'il y a une problématique. Si on est nettement au-dessus de ça, probablement qu'on fait juste parler à des gens qui sont faciles à séduire, qu'on pourrait ouvrir les valves en matière d'acquisition puis connaître une bonne croissance. Fait que ça aussi, ça va être un tableau qui va vous être envoyé et qui va peut-être vous aider à faire comme j'ai 5 % des gens qui arrivent sur mon site web achètent. C'est complètement mauvais. Peut-être pas en bout de piste. Ces métriques-là vont vous aider à avoir une ligne dans le sable sur qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui n'est pas bon. Puis souvent, ce que je recommande par rapport aux entonnoirs, c'est de débuter par le bas des entonnoirs avant de commencer par le haut. Une fois qu'on est sûr que la personne qui rentre dans notre écosystème, on est bon pour la séduire, on est bon pour la convaincre, on est bon pour poser une action, on est bon pour la ramener. Bien, après ça, on peut ouvrir les valves en acquisition comparativement à si à chaque étape, ça saigne beaucoup, on fait juste gaspiller de l'argent pour brûler des utilisateurs. Puis quand on est rendu à penser en acquisition, fait que ce qu'on veut, c'est apporter des gens dans notre écosystème,
Des familles de canaux, il y en a plein, qui vont des relations de presse puis du stunt au marketing d'influence en passant par l'affichage extérieur. C'est rare, les compagnies qui disent ben moi, j'ai un canal, c'est juste ça que je fais. Souvent, ce qu'on voit, c'est ben moi, j'utilise ces quatre grandes catégories-là. Fait que j'ai un peu d'email, j'ai un peu d'SEO. Pour moi, c'est important d'être bien indexé. Je travaille sur mon blog. Je fais du SEM aussi, puis je fais du marketing d'influence, puis j'ai cette espèce de mix média-là. Puis souvent, les gens se demandent est-ce que c'est un bon mix média, puis est-ce que c'est ça que je devrais faire? Puis bien, à ça, c'est une réponse qui est difficile à répondre parce que la vérité, c'est que le mix média parfait n'existe pas. Même si on a trouvé quelque chose qui fonctionne bien, dans 2 ans, il va peut-être avoir des nouveaux outils. Chaque compétiteur est différent. Il n'y a pas comme une ligne dans le sable qui est vraiment claire. Pour résoudre cette problématique-là, puis savoir, au lieu de me garrocher sur comme 19 canaux différents, réussir à comprendre dans lesquels je dois travailler, c'est une question de mindset. Puis c'est de passer d'un mindset où on se dit que les erreurs coûtent cher à un mindset où on se dit que les erreurs valent cher. Essentiellement, l'idée, c'est ce qu'on appelle l'approche itérative, c'est de penser en hypothèse. Dans ce cas-ci, je pense qu'une des bonnes méthodes, c'est de parler aux jeunes. Je pense que ce serait de se positionner comme ça. Je pense que ce serait de mettre tel avantage de travailler chez nous de l'avant. Je pense que ce serait X, Y, Z. Puis de se dire, c'est ça qu'on fait, go, on avance, puis on le lance. C'est de le voir comme un test. Fait que, comment est-ce que je peux tester ça puis avoir une réponse intelligente? Avant de repenser au complet mon site web, parce que je veux mieux mettre de l'avant les avantages, puis je ne sais pas trop quels avantages mettre, c'est facile de faire une publicité avec un 50$ sur Facebook, puis de faire 10 visuels complètement différents, avec différents avantages, puis de voir lequel de la gang génère le meilleur taux de clic. Ah, c'est celui où on parle du fait qu'on paye les lunchs. Cool, je viens de savoir qu'est-ce que je peux mettre de l'avant. Ça a été un test facile, puis je n'ai pas eu besoin de me payer de l'abribus pour finalement, de l'abribus puis un spot radio, puis de faire une vidéo avec un annonceur pour finalement réaliser que ce n'était pas si bon que ça comme flash. Fait on fait le test, on apprend. Si ce n'est pas une bonne idée, on rejette. Si finalement on réalise que ça fonctionne, bien à ce moment-là, on développe, ce qui nous amène à d'autres hypothèses, à d'autres tests, d'autres apprentissages. Puis quand on réussit à le voir comme un cycle qu'on essaie de répéter le plus souvent possible, bien, ça devient nettement plus facile pour vous de bâtir un mix média intéressant pour votre business et pour vos utilisateurs. Fait qu'essentiellement, si on le voit un peu comme une cible, la première étape, c'est de se questionner sur qu'est-ce qui est probable. Générer des idées pour chaque canal. À ce moment-ci, ce qui nous intéresse, c'est le volume, pas la qualité. On sort des idées. Ce que je veux, c'est réussir à séduire les jeunes développeurs qui pourraient avoir de l'intérêt à rentrer chez Mirego. C'est-tu avec mon infolette? C'est-tu en faisant un podcast? C'est-tu en faisant des événements en partenariat avec l'université? C'est-tu en faisant des publicités sur Facebook? C'est-tu en faisant des publicités sur YouTube? On sort un paquet d'idées. L'étape après, c'est d'isoler ce qui est possible. Fait qu'on prend les canaux qui sont les plus prometteurs, on en teste plusieurs, puis on les compare avec une métrique qui est semblable. Ça, c'est le plus important. Quand je dis une métrique qui est semblable, là, tantôt, je vous parlais d'isoler la bonne métrique. Là. Si je me dis, moi, ce qui m'intéresse, c'est les vues de ma vidéo, la même vidéo qui va être jouée sur Facebook et qui va être jouée sur YouTube, elle n'aura pas la même, il ne sera pas comptabilisé de la même façon. C'est difficile de comparer les deux, sauf si je ramène ça à une métrique qui est commune et qui est vraiment rapprochée de ce que je veux faire. Fait que, quel est mon retour sur investissement? Fait que chaque dollar que j'ai investi dans telle plateforme me rapporte X employés ou X dollars en vente. Après ça, ça devient facile de les comparer et de dire bien, chaque dollar que je mets dans Facebook m'en ramène 4. Chacun que je mets dans Google Ads m'en ramène 12. Je vais retravailler avec Google Ads parce que c'est lui qui est le plus intéressant. Étant dit, souvent, on a on va avoir des mix médias puis les personnes vont pouvoir nous voir à travers différents contacts. Là, je ne dis pas de ne pas avoir de canaux de support, mais d'investir et de mettre de l'énergie là où c'est payant pour vous. Puis après ça, ben, on se concentre sur ce qui fonctionne, on optimise jusqu'au point de saturation, puis ben, on recommence cette espèce de loop-là, qui est une loop itérative qui fonctionne bien. La troisième portion, qui est choisir sur quel groupe d'utilisateurs se concentrer. Essentiellement, là, on est rendu avec des hypothèses, là, on est rendu avec des métriques, on comprend là où ça saigne, puis là, ben, je me pose la question, cool, sur le site de Mirego,
je me rends compte de telle problématique, puis là, ben, je veux me concentrer. Est-ce que c'est plus sur les jeunes développeurs qui sortent de l'université que je dois me concentrer ou plus sur ceux qui sont à l'étranger ou ceux qui sont en télétravail, que peut-être la compétition est un peu moins forte que ceux qui sont en ville? Je me questionne sur quel groupe me concentrer. Essentiellement, l'astuce, puis c'est la 5e astuce que je vous présente aujourd'hui, c'est de créer des regroupements. Fait que pour sortir l'émotion de tout ça, bien, quand je dis créer des regroupements, souvent, on fait ça avec une feuille dans Excel. Puis si je prends l'exemple d'un site de restaurant, je me crée un paquet de regroupements sur les métriques que j'ai. Fait que, tu sais, si j'ai des nouvelles sur mon site web, les autres nouvelles. Si j'ai des gens qui proviennent de tous mes canaux ondes, fait que mon infolette, mes médias sociaux, ceux-là que je possède, ceux-là qui viennent voir les promotions sur l'heure du midi, ceux qui font une réservation sur l'heure du midi, puis ceux qui je ne le sais pas, là, moi, qui sont venus suite à mon infolette qui parle de la nouvelle promotion midi. Cool. Ça va être mes lunchers finalement. Puis après ça, je prends les métriques qu'on regarde depuis tantôt, puis j'essaie de les comparer. Fait que si pour moi, ce qui est important, c'est le revenu par utilisateur, la facture moyenne ou le nombre de transactions, ou, tu sais, puis là, ici, je vous les ai toutes sorties, bien, ça devient vraiment facile de comme monter une espèce de grille qui compare chacun des regroupements d'utilisateurs entre eux. Puis là, quand je vous dis, c'est facile, tu sais, comme 1 heure ou 2 gros max, on est capable de monter cette espèce de grille-là. Puis après ça devient super facile de se dire, si moi, mon objectif, là, en bout de piste, c'est de générer des revenus par utilisateur, comment je peux faire? Bien là, c'est vraiment très clair. Là. Les lunchers, ceux qui ont de l'intérêt pour le midi, c'est eux autres qui ramassent le gros chunk de revenus par utilisateur. C'est eux autres qui sont payants. Fait qu'essentiellement, la question à se poser, c'est pas tant comment je devrais retravailler mon infolette. La question à se poser, c'est comment est-ce que je pourrais inciter plus d'utilisateurs à venir luncher. Puis là, peut-être que mon infolette est une bonne technique. Peut-être que c'est une promotion. Peut-être que c'est de faire de la biribus autour. Peut-être que c'est d'avoir des partenariats avec les restos locaux. Mais ça devient nettement plus facile de trouver des solutions sur cette problématique-là parce que c'est eux qui sont pertinents que de juste sortir des idées pour sortir des idées. Fait que, essentiellement, là, pas plus compliqué que ça si on parle de juste les trucs pour l'analyse. Bien, commencer par les objectifs, ensuite sortir des hypothèses qui sont précises, utiliser des entonnoirs, voir les offensives comme des expériences, utiliser des métriques communes pour comparer les différents canaux, puis créer des regroupements d'utilisateurs. Puis d'habitude, là, avec ça, on transforme une semaine d'analytique à creuser et à essayer de trouver des chiffres à finalement pas trop comprendre à un après-midi bien focusé, puis on a déjà une liste d'améliorations sur nos campagnes, sur nos médias sociaux, sur notre contenu, sur notre site web, sur notre app, qui sont nettement plus efficaces. Un autre point de discussion. Là, il y a des trucs. Je vais aller voir dans le chat. Oui, il y a 2 questions, en fait. Je peux te les poser. On a Stéphanie qui dit j'ai la chance d'avoir une clientèle récurrente, mais je veux aussi pouvoir convertir des nouveaux clients. Donc, tu regardes où précisément pour trouver le tout Google Analytics? Tu te bases sur quoi pour trouver toutes tes données, en fait? Oui, je ne suis pas sûr de comprendre la question. Essentiellement, c'est où je regarde dans Google Analytics pour… Je pense que c'est plus de où tu prends les données, en fait, pour faire tes analyses. Est-ce que c'est seulement Google Analytics ou plusieurs points? OK, super bonne question. Bien, souvent, si je regarde comment la personne interagit sur le produit, l'outil d'analytique qui est le plus répandu, c'est Google Analytics. C'est facile à implémenter, c'est facile à comprendre, puis il y a un paquet de documentation. Fait que la grosse majorité des hypothèses que j'ai formulées à titre d'exemple, c'est Google Analytics qui les a. D'autres fois, ça va être… l'idée, c'est de capturer la donnée. Là. Fait que souvent, dans les régies publicitaires, on va avoir des rapports sur les campagnes qui sont faites. Il y a beaucoup de données qu'on est capable d'aller chercher là ou aller capturer la donnée en temps réel. Fait que depuis tantôt, je vous donne des exemples de restaurants ou de commerces ou de… Bien, souvent, il va y avoir des applications fidélité ou des comptes utilisateurs qui vont nous permettre d'aller avoir cette information-là. Fait que ça varie beaucoup, mais pour le commun des entreprises, les régies publicitaires puis Google Analytics, là,
on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de réponses à nos questions avec ça. Parfait. Donc, juste à nous dire si ça répond bien à la question. Ensuite, j'ai un mode qui dit, quand tu parles de coûts d'acquisition, ce sont par activité ciblée ou pour toute la stratégie? Je m'excuse, je ne suis pas sûr de comprendre la question. En fait, le coût d'acquisition, est-ce qu'on se base sur une activité précise pour le calculer ou c'est un coût d'acquisition global? Ah, OK. Ça va dépendre beaucoup de quelle est la métrique qui nous intéresse. Si souvent, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un pixel Facebook, puis on va y mettre un événement custom sur le site web qui peut être fait avec un outil qui s'appelle Google Tag Manager. Fait qu'essentiellement, l'événement, je ne sais pas moi, d'inscription à une infolettre ou de faire un achat, on peut envoyer cette information-là à Facebook, ce qui fait qu'après ça, les publicités, là je dis Facebook, mais à peu près n'importe quelle régie publicitaire, ce qui fait qu'après ça, quand on regarde le coût d'acquisition, on ne regarde pas juste le nombre de personnes qui ont cliqué sur la publicité et qui sont rendues jusqu'à mon site web, on est capable de voir c'est quoi combien ça va coûter d'avoir une personne qui s'inscrit à la formation ou qui fait une transaction parce qu'on est capable de remonter cette information-là à Facebook. Fait que de façon générale, quand j'essaie de calculer le coût d'acquisition, le coût de conversion ou le Customer Lifetime Value, j'essaie toujours d'être le plus proche possible de l'action que j'essaie de faire en sorte que l'utilisateur pose. Super, je pense que ça répond bien à la question. Il n'y en avait pas d'autres pour l'instant. Donc, si jamais vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les ajouter dans le chat ou dans le Q&A pour le prochain point de discussion. All right. L'étape après ça, c'est là, on a un paquet de métriques qui sont intelligentes et qui nous aident à prendre des décisions. Comment on transforme ça, comment on transforme ces insights-là en opportunités? Essentiellement, le premier truc qui est important pour moi, c'est ce que j'appelle la mise en forme, qui est de juste réussir à le communiquer aux équipes avec lesquelles on va travailler, puis de réussir à bien structurer notre pensée. Fait que, si je prends les étapes que je vous ai données tantôt, isoler la bonne donnée, c'est le taux de conversion. Fait que le pourcentage d'utilisateurs, de visiteurs qui vont envoyer leur CV. Sur le site de Mirego, c'est ce qui m'intéresse. J'en ai en masse du monde qui visite notre site. Diriger son attention là où ça compte. Fait que les candidats ne consultent pas les avantages, ce qui fait que peu postulent. Fait que les gens ils font juste voir des murs de texte, puis ils s'en vont. 3, choisir sur quel groupe d'utilisateurs se concentrer. Fait que je me dis que moi, mon objectif, c'est très local, la réouverture des bureaux. Je veux travailler sur les développeurs de la Ville de Québec. C'est là-dessus que je travaille. Bien, la mise en forme, ce que je vous propose, c'est de toujours commencer par ce qu'on appelle un comment pourrions-nous, qui se trouve à être, ça permet de faire en sorte qu'on ne tombe pas tout de suite en mode ah, ben, j'ai la solution. On évangélise le problème, puis n'importe qui n'a pas fait les analytiques, puis qui n'a pas creusé dans les chiffres, est capable de comprendre qu'est-ce qu'on essaie d'accomplir. Dans ce cas-ci, comment pourrions-nous mieux présenter les avantages de travailler chez nous aux développeurs de Québec? Ça, c'est ce qu'on essaie de faire. Puis là, le piège là-dedans, c'est qu'une fois que notre problème est bien framé, basé sur nos analytiques, fait que là, on a passé des tableaux, puis c'est comme on a présenté les tableaux, on ne sait pas trop quoi faire avec ça, OK, là, on a une opportunité, puis on doit réussir à la transformer en action concrète. Le piège souvent que les gens vont faire, c'est OK, cool, je vais juste mettre des photos dans les descriptions de posts. Ce qui n'est pas une mauvaise approche, mais ce qui n'est peut-être pas la meilleure approche, on ne le sait juste pas. T'sais. Pourquoi? Si on prend un pas de recul puis que je vous demandais, là, en présentiel, on pourrait le faire, là, on veut plus ou moins. Si je vous demandais de dessiner une maison en 5 secondes, fort à parier qu'il y a quelqu'un qui ferait une maison comme ça, il y a quelqu'un qui ferait une maison comme ça, il y a quelqu'un qui ferait une maison comme ça. Si je demandais aux personnes, au groupe, puis je vous disais, dessine une maison en 5 minutes, bien là, tout dépendamment des compétences artistiques de chaque personne, il y en a qui arriveraient probablement avec un beau dessin, avec de la perspective puis avec de la décoration. D'autres qui arriveraient avec un plan qui est droit, qui est structuré, qui est solide. Ou si vous avez des compétences comme moi, bien, une maison avec une fenêtre et une porte, finalement. Ce
ce qui est pas mauvais. On a transformé ce que je dois faire. Voici le premier truc qui me vient en tête. Si, au lieu de vous dire, vous avez 5 minutes pour me dessiner une maison, je vous disais, dessine-moi 20 maisons en 5 minutes, bien là, naturellement, tout le monde commencerait par la première maison qu'ils ont. Puis après ça, bien, tout le monde après ça ferait la deuxième maison qui leur vient en tête, qui est peut-être un chalet. Puis après ça, la troisième maison qui leur vient en tête, puis c'est rendu d'habitude, là, les 10 premières maisons, là, ça se ressemble pas mal. Puis rendu autour de comme 10, 15e, là, ça commence à diverger. Parce que la personne qui s'est en allée sur une traque par rapport au chalet, ça lui a fait penser à OK, quelque chose de très boréal. Je peux peut-être penser à un igloo, qui l'a amené à penser OK, dans le fond, la maison, elle peut prendre différentes formes, qui va peut-être l'apporter à penser à la maison d'un astronaute qui est une fusée, qui va peut-être l'amener à penser à la maison des extraterrestres, c'est une planète. L'autre personne qui, elle, pensait au chalet puis que ça ne l'a pas du tout apporté du côté de l'igloo, ça lui a peut-être fait penser aux arbres, puis qui va dire les arbres, c'est la maison de certains animaux. Parlant d'animaux, il y a des animaux qui portent leur maison sur leur dos. Puis l'autre personne, qui est partie de la même place, va peut-être dire chalet, ça m'a fait penser à la ville. Puis la surpopulation de la ville m'a fait penser aux grands espaces, qui fait penser que pour certaines personnes, un Westphalia, qui me fait penser à la clientèle de voyageurs et de hikers, qui me fait penser à, pour certaines personnes, leur backpack peut devenir une maison. Ce qui est intéressant de noter là-dedans, c'est que si mon objectif, c'est de faire la promotion du salon Expo Habitat, puis je me questionne sur comment je peux le communiquer, les premières idées qui viennent en tête de tout le monde, ce n'est pas réellement des idées, c'est ce qu'on appelle des référents. Fait qu'un référent, si je vous dis ciel, vous pensez poivre, si je vous dis ciel, vous pensez bleu, si je vous dis spaghetti, vous pensez pain à l'ail. C'est normal en tant qu'humain, on a un paquet d'associations comme ça. Ce n'est pas une mauvaise piste. C'est juste une piste parmi un éventail qui nous amène à, comme en bout de piste, si je veux faire la promotion du salon Expo Habitat, bien, il y a des bonnes chances que je fasse des publicités avec des photos de maison. Tu sais. Quand peut-être que je peux avoir une mascotte qui est un escargot, je peux peut-être faire un stunt avec la maison du futur puis avoir des extraterrestres qui font quelque chose autour de ça. Ou peut-être que je pourrais inviter des backpackers puis faire une initiative un peu différente. Déjà là, point de vue promotion, ça m'apporte à nettement plus d'idées intéressantes que juste prendre la première idée qui vient puis la sortir. Fait que créativement, la qualité provient de la quantité. Puis ça, c'est important à se mettre en tête. Fait que souvent, il y a des gens avec qui je travaille qui vont dire ouais, OK, ça c'est cool, je comprends cette idée-là, mais comme je ne suis pas quelqu'un de créatif. Genre, je ne suis pas capable de sortir ces idées-là. Comment je peux faire? La béquille, souvent créative, c'est ce qu'on appelle la co-création, qui essentiellement, on va assembler plusieurs personnes ensemble, puis on va leur dire mais gang, on va suivre un processus, puis on va essayer de sortir des idées ensemble. Les fameux brainstorm. J'en vois plein les entreprises qui font ça. Essentiellement, souvent, ce qui se passe, c'est on se rencontre dans un meeting, on jase, on placote, on discute. On ressort du meeting, on se reparle le mois prochain, puis les choses n'avancent pas réellement. Ce que je vous propose, il existe un paquet d'outils pour comme transformer juste des brainstorms un peu plates, puis pas efficaces, en actions qui vont avoir un impact. Je vous présente une recette, il y en existe plein d'autres. Souvent, ce que je vais faire, c'est en mode co-création, tomber en mode idéation. Fait que je vais commencer par présenter, voici les chiffres qui sont pertinents. Fait que voici les 10 slides avec les chiffres les faits saillants, puis qui m'apportent à des how might we vraiment bien découpés. Fait que ça ici, c'est ce qu'on essaye de résoudre. Je vais faire un premier atelier qui s'appelle le Crazy Eight. Je vais revenir dans quelques secondes, dans lequel l'objectif, c'est de générer du volume, comme pour mon exemple de maison. Ensuite, je vais essayer de faire une activité qui s'appelle l'expérience en 3 étapes, qui est de regrouper et de converger vers des pistes de solutions potentielles. Ensuite, une activité qu'on appelle le musée silencieux qui permet d'aller chercher des opinions non biaisées de tout le monde. Ensuite, on passe en revue ces idées-là, on les priorise selon une matrice, puis bien, on avance. Fait que concrètement, comment ça se passe dans ces ateliers-là, qui peuvent se passer en, je veux dire, 2-3 heures, je vous dirais, là, tout dépendamment du nombre de fois que vous avez roulé et que vous êtes familier avec cette méthode-là. Bien, le Crazy 8, ce que je vais faire, c'est que je vais donner des post-it aux utilisateurs. Fait que mes collègues, des fois, je le fais même avec des utilisateurs qui vont utiliser le produit. Là, fait que le end user, des fois, je le fais avec le client. Le plus on est de fou,
Le plus on est fou, le plus on rit. Mettons, ordre de grandeur, passer 12 personnes, ça commence à être beaucoup. En bas de 2, rendu là, on peut travailler de façon asynchrone, juste pour vous donner un ordre de grandeur. Ce que je vais faire dans le Crazy 8, c'est que je vais vous dire, vous avez 8 minutes pour me sortir 8 idées pour résoudre la problématique framée. Fait que dans ce cas-ci, l'équipe de Sylvain, Vincent puis Laura, vous allez individuellement essayer de travailler sur cette problématique-là. Comment pourrions-nous mieux présenter les avantages de travailler chez nous aux développeurs de Québec? L'équipe de Charles, Rachel, Simon, vous allez travailler sur le comment pourrions-nous réduire la friction lors du processus de paiement, par exemple. Puis Albert, Jean-Benoît, Martin, vous allez travailler sur comment pourrions-nous mieux présenter les produits aux utilisateurs du blog. On est confortable. Des fois, je vais faire une petite discussion pour comme que tout le monde ait une connaissance partagée. C'est beau. On part. Je pars un timer. On se reparle dans 8 minutes. Puis les plus durs à sortir, c'est les 2-3 premières. Tu sais, comme on a les 2-3 premières idées. Puis après ça, sortir du volume. Mais plus on en fait, plus on devient bon. Puis c'est un muscle qui travaille. Quand on est rendu familier avec cette méthodologie-là, c'est bien facile de coller un paquet de post-it. Puis on se ramasse avec un paquet de post-it avec une idée par post-it en avant de nous, un paquet de pistes de solutions. L'étape d'après, ce que j'appelle c'est pas moi qui ai inventé ça, je veux dire, c'est pas moi qui appelle ça de même. La maquette en 3 étapes qui se trouve à être, maintenant que vous avez toutes ces idées-là, faites un espèce de, soit si vous travaillez sur une application mobile, pliez une feuille en 3, ça a l'air de des interfaces de téléphone, faites la séquence qui vous intéresse. Sinon, vous pouvez aussi maqueter, pas maqueter, mais dessiner une bande dessinée. Fait que l'utilisateur, étape numéro 1, il fait ça, étape numéro 2, il fait ça, étape numéro 3, il fait ça. Avec de toutes les idées que j'ai eues, j'y parle de telle façon. Plus tard, je le remarquais de telle façon. La séquence là, qu'on veut faire, fait que la feuille pliée en 3, un titre. Puis après ça, ce qu'on va faire, c'est coller vos pistes au tableau, au mur, puis on va faire une espèce de musée silencieux. Fait que l'idée, c'est de répliquer exactement comme un musée. Souvent, je vais donner des post-it aux gens, puis des autocollants, des petits points, ça s'achète chez Bureau en gros, des feuilles, puis je dis, vous avez 10 points. Collez ça sur ce que vous trouvez intéressant comme idée. Vous pouvez mettre des post-it avec des pistes de réflexion, dites ce que vous aimez moins, mais vous n'avez pas le droit de parler. Fait que comme ça, on s'assure qu'il n'y a pas une personne qui parle fort et qui pollue l'opinion des autres, finalement. Fait que là, tout le monde passe à travers les idées de chacun. OK, ouais, c'est cool, on devrait faire un podcast. OK, oui, j'en comprends. X, Y, Z. OK, le flow de checkout pourrait être fait comme ça, comme ça, comme ça. Super. Puis là, une fois que ça s'est fait, il reste juste à passer en revue ces idées-là, puis de les prioriser. Fait que, essentiellement, pour les prioriser, moi, personnellement, ce que j'aime bien, c'est faire une espèce de tableau croisé puis de leur donner un ordre de priorité. Fait que, essentiellement, cette matrice-là, ce que j'utilise, c'est le niveau d'impact par le niveau de facilité, puis j'essaie de les classifier. Fait que, essentiellement, de voir quelles idées ont vraiment un fort impact et risquent d'être très faciles. Bien, toutes ces idées-là qui vont naturellement se ramasser dans la zone d'en haut à droite, c'est ce qu'on appelle les idées qui sont prometteuses. Fait que c'est les initiatives à tester en premier. On le sait, c'est ça qu'on doit faire. Ça ne coûte pas cher de le faire, puis c'est intelligent comme idée. Les idées qui ont un impact moindre, mais qui sont faciles à faire, je les traite en expérimentation. Fait que on va essayer de les simplifier au maximum, puis on va essayer d'en tester le plus possible, mais on ne s'y attachera pas trop. L'idée, c'est de voir si on est dans le champ. Les idées qui sont compliquées à faire, mais qui risquent d'avoir un haut impact, bien ça, c'est les idées qui sont, en anglais, on entend souvent high risk, high reward. Fait que ça, comme tel, c'est des idées qui, comme, OK, si on est pour investir beaucoup en temps, en énergie, en ressources avant d'investir dans ces idées-là, peut-être qu'on devrait faire une espèce d'analyse préliminaire, fait que soit de la recherche utilisateur, soit faire un prototype, soit faire une analyse de marché, soit faire un MVP, fait que ce qu'on appelle un minimum viable product, une version vraiment écourtée, juste pour valider que c'est vraiment une bonne idée avant de se partir en peur puis finalement d'investir beaucoup pour finalement se planter. Puis finalement, les idées qui sont complexes et qui risquent d'avoir très peu d'impact, ce que j'appelle les idées de poubelle, bien ça, c'est des efforts qui ont un potentiel, fait qu'on les jette tout simplement.
Essentiellement, comment on fait pour les prioriser? Je vais finir souvent l'atelier là-dessus. Je vais souvent donner des cartes aux gens. Des cartes à jouer, là, peu importe la couleur. Puis je vais présenter les idées qui sont sorties sur les post-it ou dans la séquence. Je vais dire, OK, tout le monde a voté pour cette idée-là. L'idée d'un podcast, mettons. Point de vue valeur. À quel point vous pensez que ça a beaucoup de valeur? 1 étant, ça a 0 valeur. 5 étant, ça a beaucoup de valeur. On vote 1, 2, 3, go. Tout le monde sort sa carte. Puis, pourquoi est-ce que je le fais avec des cartes? C'est encore une fois pour éviter qu'il y ait une personne qui parle vraiment fort puis qui influence tout le monde, alors que peut-être que tout le monde est d'accord sur le fait que ce n'est pas une bonne idée, mais on ne veut pas être pas d'accord avec notre patron. La deuxième raison, c'est que les humains étant ce qu'ils sont, souvent les gens aiment bien s'écouter parler et aiment ça placotiner pendant très longtemps. Pour éviter l'espèce de boucle où on parle pendant 5 minutes de tout ce que ça pourrait être et les idées qu'on a, c'est pas ce qu'on veut faire. Là, on veut les prioriser. Après ça, on en discutera comme tel. Si on est tous d'accord si c'est un 5, on ne se casse pas le basic, on peut aller, on peut passer à la prochaine. Ça accélère beaucoup le processus. Ça me permet de savoir, point de vue valeur, à quelle hauteur je mets le post-it. Puis après ça, je fais l'exact même mécanique. Maintenant, point de vue facilité, à quel point c'est quelque chose de 5, c'est quelque chose de très simple. 1 étant quelque chose de très complexe. Quelle note vous donnez à cette idée-là? Faire un podcast, 1, 2, 3, go. Tout le monde sort sa note. Ah, OK. Puis là, ça devient facile de dire sur l'axe, c'est à peu près là que cette idée-là va. Puis on rinse and repeat le processus. On les passe une à une, les idées. Puis on arrive rapidement à chaque idée où. Puis avec les regroupements, ça devient facile de voir, OK, ces idées-là ont du potentiel, on devrait les tester, on va faire de la recherche dessus. Ces idées-là, on les exécute, je pogne la balle, puis ces idées-là, on devrait les expérimenter, mais vraiment les tester comme des expériences. Comment est-ce qu'on peut les simplifier puis prouver hors de tout doute que c'est une bonne ou une mauvaise idée? Puis une fois qu'on a exécuté ces idées-là, basées sur de l'analytique et de la recherche, il suffit de clore cette boucle-là puis de mesurer l'impact. Essentiellement, l'astuce numéro 3 qui était des entonnoirs, on y revient. Si ma problématique, c'était de passer du désir à l'action, 6 %, j'ai sorti un paquet d'idées sur comment améliorer le passage de personnes qui se rendent jusqu'à regarder un produit à personnes qui achètent un produit. Est-ce qu'on a fait bouger les choses? Si c'était des pistes de solutions que j'ai sorties pour des canaux d'acquisition, j'essaie de mesurer l'impact. Est-ce que les initiatives vont fonctionner? Est-ce que ça vaut la peine d'optimiser puis de retravailler dessus ou on devrait juste mettre à la poubelle cette initiative-là puis passer au prochain? Puis là, on a un bon mindset puis on utilise les analytiques de façon intelligente. C'était ce que j'avais à vous présenter aujourd'hui. Pour ceux qui s'intéressent ou qui veulent aller plus loin, beaucoup des concepts que je vous présentais provenaient de soit de Lean Startup, Information Dashboard Design ou Lean Analytics. Puis sinon, il y a 2 blogs, Andrew Chen et Avinash Koshik, qui c'est vraiment de l'excellent contenu sur comment transformer l'analytique plate en recommandations concrètes puis comment s'en servir pour avoir un impact positif dans notre écosystème. Le dernier point de discussion, est-ce qu'on a des questions? Merci beaucoup, Jean-Benoît. C'était vraiment intéressant, super bien vulgarisé. On n'a pas de questions pour l'instant dans le chat. Je vais laisser peut-être quelques minutes aux gens là, pour en ajouter s'il reste des questions sur le contenu. Simplement, là, vous précisez que je vais vous envoyer au courant de la journée la réécoute de la formation, la présentation de Jean-Benoît et un court sondage là, sur votre satisfaction en fait de la formation. Donc, les gens disent merci beaucoup, good job. Fait que je pense qu'il n'y a pas plus de questions. Si jamais là, il vous en vient au courant de la journée, n'hésitez pas à nous contacter. Là, on essaiera d'y répondre ou de vous mettre en contact avec Jean-Benoît pour répondre aux questions. On peut peut-être attendre une petite minute, là, des fois qu'il y aurait des gens, mais... Je lis les commentaires. Merci beaucoup, c'est gentil pour la rétroaction. Si jamais vous avez des questions, je suis assez facile à trouver sur LinkedIn. Je n'ai pas pour m'écrire, ça me faire plaisir. J'aime ça parler d'analytique.
Parfait. Donc, on va conclure là-dessus. Merci Jean-Benoît. Merci tout le monde de vous être joints à nous ce matin. Comme je vous disais, je vous contacte au courant de la journée avec toutes les informations. Merci beaucoup. Bonne journée.